deux extrêmes, quels cas équivoques nous apportent les excuses dont nous vivons. Ce qui distingue donc un Lévi-Strauss ou un Franz Boas d'un Noam Chomsky, on peut le dire autrement, ce qui distingue les anciens des modernes, c'est cette passion pour l'étonnement, si profondément juive qu'elle donne lieu, dans le Talmud, on l'avait vu lors de la seconde séance du séminaire sur le Talmud, dans le traité Berachot 58b, à des bénédictions particulières. Lorsqu'on est étonné, on rencontre un sujet d'étonnement sur son chemin, on doit faire une bénédiction particulière, qui est indiquée dans le Talmud, et qui est « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi du monde, qui diversifie les créatures ». C'est ce que doit dire un juif lorsqu'il croise un sujet d'étonnement. Alors on se doute, il ne suffit pas d'être juif pour partager cette prodigieuse conception d'un monde dont la diversité sans hiérarchie, la beauté humaine, animale ou végétale participent d'une même grâce et témoignent de la gloire du Dieu un, de cette unité absolue, nominale et non numérique qui, pour le dire comme Heidegger dans son Schelling, désigne la coappartenance originelle du divers dans l'un, cet un, entre guillemets, qui par là même devient du même coup le fondement de la possibilité du divers. Ce Dieu un, donc, énigmatique dispensateur de tout étonnement. Son œuvre, l'œuvre de ce Dieu un, dispensateur de tout étonnement, parce qu'il est énigmatique lui-même et qu'il est sujet de questions, on a aussi vu ça dans une séance précédente du séminaire, son œuvre n'est que splendeur et magnificence, dit le psalmiste. C'est dans le psaume 111, verset 3. Transmise et méditée par l'étude et la prière de génération en génération dans les lieux les plus épars du monde, cette grâce de l'étonnement est spécifiquement juive. Ni catholique, ni musulmane, ni protestante. Que certains juifs s'y reconnaissent ou pas n'y change rien. Un Chomsky ne s'y reconnaît absolument pas. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il est si enragé contre Israël. Si Franz Boas, s'est passionné pour les Quakutl et Lévi-Strauss pour les Bororo, c'est qu'à leur insu même, il s'y reconnaissait. Inversement, si Lévi-Brühl a dogmatiquement déconsidéré ce qu'il appelait la mentalité des sociétés inférieures vis-à-vis de la pensée logique, et si Chomsky a dogmatiquement pu invoquer une grammaire universelle et dogmatiquement calomnier les Piraces, entre autres, c'est parce que ni Lévi-Brühl ni Chomsky ne s'y reconnaissaient. Et en cela, le si perspicace Tom Wolfe, il ne pouvait pas l'envisager, parce qu'il lui manquait un élément crucial de la biographie de Noam Chomsky, son rapport à l'hébreu, que l'on a vu en introduction de cette séance. Ainsi donc, de la rabbinophobie de Spinoza jusqu'à l'antisionisme de Chomsky, quelque chose d'essentiel se déploie, que traduit une même passion pour l'universel, cette invention occidentale dont le capitalisme est le bras armé et qui est responsable des pires atteintes à la magnificence du monde et aux créatures, hommes inclus, qui l'habitent. Alors je vais terminer cette séance sur ces propos un peu tristes, un peu tragiques et pessimistes, et je vais vous laisser méditer sur les dernières déclarations en date d'Elon Musk, l'inénarrable Elon Musk, dont j'ai plusieurs fois parlé déjà cette année aussi, et qui est comme l'ultime avatar, aussi dégénéré qu'omnipotent, de la machine à penser, dont Heidegger avait somptueusement entrevu tous les maléfices. Donc je vous montre très rapidement, dernière petite déclaration délirante aussi, mais qui aura lieu. Qu'elle soit délirante ne signifie pas qu'elle ne sera pas appliquée, qu'on n'aura pas à la subir. D'Elon Musk, je vous mets ça à l'écran. Et voilà, c'est sur un site scientifique, je ne sais pas où, c'est tout récent, ça date du 28 mai 2021, où ils expliquent. Ce qui est très intéressant, c'est de mettre en rapport les deux déclarations, les deux chapeaux, celui en haut et celui au-dessus de la photo. D'une part, la puce de cerveau de Neuralink mettra fin au langage d'ici 5 à 10 ans selon Elon Musk. La puce de cerveau mettra fin au langage d'ici 5 à 10 ans. Et un peu plus bas, vous voyez en bleu marine aussi, juste au-dessus de la photo, la puce de cerveau de Neuralink pourrait améliorer la communication
et créer le langage universel. And create universal language. Alors, bon, on a assez vu aujourd'hui le rapprochement entre les deux, entre l'idée délirante d'un langage, d'une grammaire, ça revient au même, universel. C'est une idée délirante, c'est une idée qui a une longue histoire. Bon, il faudrait revenir sur le Volapük et sur Zamenhof, etc. Mais c'est pas quelque chose de nouveau du tout. Et c'est quelque chose à quoi veut aboutir absolument la cybernétique, par l'assassinat de la parole. Et je termine maintenant en vous recitant cette phrase, ce passage de Heidegger, qui est tiré du dernier cahier noir, et que j'ai vu seulement, je ne l'ai pas encore acquis, le dernier cahier noir, la dernière traduction en date du dernier cahier noir paru en Allemagne, sur précisément la machine à penser. Voilà, ce sera la conclusion de cette séance et de cette année, où il a quand même été pas mal question de la cybernétique. Voilà, je vous la lis encore une fois, je l'ai lu la dernière fois, je crois, ou l'avant-dernière fois, je la lis maintenant, et ce sera ma conclusion. Du national-socialisme. Donc c'est Heidegger qui parle, c'est dans les années 35, 36, je ne me souviens plus la date exacte, ou en pleine guerre, peu importe. Enfin, ça date vraiment de la période de la Seconde Guerre mondiale, et c'est dans les carnets noirs de Heidegger. Du national-socialisme au rational-socialisme, c'est-à-dire à la prise en compte et mise en bilan comptable de l'être ensemble des diverses humanités en elles-mêmes et dans leurs rapports mutuels. Cette rationalité exige la plus haute forme de spiritualité, la pleine essence de l'esprit occidental en tant que techné. Après la machine à écrire, à compter, à calculer, à comptabiliser, la production de la machine à penser n'est plus qu'une question de temps, entre guillemets. Penser est déjà de l'ordre du calcul. Et pour quelle raison ce penser serait-il privé de sa machine ? À l'être humain, il est toujours retiré davantage, même la pensée, et depuis longtemps la pensée qui s'attache à méditer le sens. La conséquence de ce processus, c'est que l'être humain ignore toujours davantage ce qu'il veut bien entreprendre avec lui-même, d'autant qu'il lui faut s'entourer de toujours plus d'appareillage. Voilà, ce sera la conclusion de la séance d'aujourd'hui, la conclusion du